Wallah que je mange tous les jours des pizzas le soir. Salut à toutes et à tous, c'est le retour de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire du magazine Urban Street Reporter. Et quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro et pour notre comeback. On a deux invités autour de la table. Je commence par Mohamed. Salut Mohamed. Salut. Alors tu es le fondateur, on va dire, de la structure Lab Hub Diversity. Exactement. Voilà. Qui vise à démocratiser l'entrepreneuriat, notamment dans les quartiers populaires. Exactement, voilà. C'est ça. Donc on l'a un peu cuisiné, il a fait une petite vidéo pour Urban Street Reporter, ça viendra très très prochainement. Et mon autre invité qui se situe à ma droite, c'est Johan. Salut Johan. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Alors, très heureux d'être ici. Ouais, on est très heureux de t'accueillir. Tu es coach en développement personnel et toi aussi on t'a un peu cuisiné, on l'a aussi bisuté. Malheureusement, il y a des gens ici autour de la table qui sont pas très bienveillants. Voilà. Mais la vidéo arrive. Arrive très 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 très. Et la fin de sa carrière aussi. Exactement, on brise des carrières à Urban Street Reporter. Et du coup avec toi, on va évoquer notre grand thème de notre débat du jour qui concerne l'échec scolaire parce que tu interviens notamment dans les lycées et dans les collèges. Exactement. Pour m'accompagner côté chroniqueur, la Big Boss qui est à ma gauche, Indayadi. Tu connais. Ouais, ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Tranquillement ? Ça fait longtemps ? Ouais, elle a fait péter la coupe là pour le... Non, c'est parce que je vais à l'anniversaire de Fabien. Ouais, merci, voilà, Fabien, tu pourras confirmer. Bien sûr, on y croit tous. Et Zacharia, notre tête pensante. Comment tu vas, Zach ? Bonjour à tous, bonjour à vous. J'aime bien. Alors, toujours clair, concret, concis. C'est toujours notre Zacharia. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sans oublier le site internet urbanstreetreporter.com. Très bien. Avant de évoquer notre grand thème, les trois infos, c'est le retour pour rappeler un peu à tous ceux qui nous suivent les trois infos. Une info locale, une info nationale et une info internationale. Et on commence par l'info locale et le sport gargeois qui est mis à l'honneur. En effet, on a eu des jeunes qui remportent le titre de champion de France de boxe. Alors, leur club a été sacré meilleur junior féminin. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important à souligner. Très bien. On les salue, bien sûr, on les félicite. Et si vous voulez venir autour de la table, bien sûr, vous êtes les bienvenus. La boxe, c'est pas réservé qu'aux hommes. Ouais, c'est vrai que tu as fait de la boxe, toi aussi. J'en fais toujours. D'accord, très bien. On va aller en France maintenant, du nouveau dans l'affaire Sarkozy. Nous sommes de toute façon déjà en France, mais plus avec une échelle plutôt nationale, parce que Sarkozy, suite à l'affaire du financement libyen, qui est une affaire un petit peu sombre, eh bien, il était renvoyé en correctionnel. Très bien. Et pour terminer, un projet en Afrique. Eh ben pour l'instant, là, on a vraiment un projet international en Afrique qui est la ZLEC, donc la zone de libre-échange continentale, qui a été signée par 40 pays, donc ça peut être le Maroc, l'Égypte, etc., et qui a été signée à Kigali, au Rwanda, et qui vise en fait à faire baisser le prix des douanes, ce genre de choses, en tout cas de créer une zone de libre-échange afin que les biens puissent s'échanger de manière sans contrainte. Donc ça permet de promouvoir le commerce intra-africain, un commerce continental qui ne fait que de 8%. Très bien. Qui ne compte que 8% dans les échanges africains, donc c'est très peu. Alors que dans d'autres pays, les échanges continentaux, en Europe ou autres, c'est 40%, en Asie c'est 60%. Donc vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement fort pour l'Afrique, pour son indépendance. Mais il y a tout de même des pays qui se sont abstenus, tels que le Nigeria, le Bénin, le Sierra Leone, etc. Donc voilà, c'est affaire à suivre. Très bien, merci Zacharia pour ces informations, toujours très complet notre journaliste. On va maintenant évoquer notre grand thème, l'éducation et l'échec scolaire, notamment on va l'évoquer avec notre invité Johan. Ma question est simple et très concrète. Comment lutter contre l'échec ou le décrochage scolaire ? Je me tourne d'ailleurs d'abord vers toi, Johan, par rapport à ton expérience, par rapport aux échanges que tu as pu avoir avec les jeunes. Alors, avant tout, en fait, avant de savoir comment lutter, c'est déjà définir ce qu'est l'échec scolaire et depuis quand ça existe. Ça existe depuis les années 50-60 et c'est arrivé en même temps que finalement l'industrialisation. Donc à partir des 30 Glorieuses, où les gens ont commencé à travailler, où on avait besoin d'un diplôme, d'aller à l'école pour se spécialiser, pour s'instruire et obtenir des diplômes et ainsi de suite. Et c'est à partir de là en fait où l'école est devenue un ascenseur social et
A contrario, ceux qui n'allaient pas à l'école étaient perçus comme des décrocheurs ou bien étaient en échec scolaire. Après, l'échec scolaire n'est pas uniquement que sortir du système, mais c'est aussi lorsqu'on, de manière, je grossis un peu le trait, mais c'est lorsqu'on n'est pas en phase avec ce que nous demande le système scolaire. C'est-à-dire lorsqu'on est surdoué, lorsqu'on a des troubles d'apprentissage, enfin en termes d'apprentissage, tout ce qui finalement nous empêche de suivre un cursus classique et normal. Donc comment lutter? Il y a pas mal de choses qui se mettent déjà en place. Donc pour lutter contre l'échec scolaire, il y a dans un premier temps tous les dispositifs qui sont mis tous les dispositifs qui sont mis en place par l'éducation nationale, mais aussi par des organismes annexes qui ne sont pas forcément reliés ou rattachés à l'éducation nationale, mais qui interviennent dans comme des associations, comme même des entreprises qui viennent et qui essaient d'apporter aussi leur lumière à ce niveau-là. Parce que l'éducation d'aujourd'hui fait vraiment la société de demain, et c'est pour ça que l'école est étroitement liée à la société, au développement d'une société, et c'est pour ça que pour une société, ce n'est pas bon d'avoir de l'échec et du décrochage scolaire. Donc il y a pas mal de choses qui sont mises en place, et est-ce que c'est suffisant? Ça reste à voir. Ouais. Autour de la table, est-ce que vous avez un avis sur la question après par rapport à ce que vient de dire Yohan aussi? Moi, je vais avoir un avis. Moi, ça me touche entre guillemets de très près parce que j'ai des frères et sœurs qui sont aussi à l'école. Moi, j'ai pas cette notion d'association, etc. Mais plutôt, moi, je pourrais parler des professeurs. Parce que moi, j'ai été une fois retirer le bulletin, plusieurs fois de mes frères et sœurs. Et en général, les professeurs, le type de discours qu'ils ont, c'est toujours un discours négatif sur les défauts des élèves. Ouais. Je pense que l'une des premières solutions, c'est que les professeurs voient l'aspect positif. Moi, je me souviens que j'ai interrogé le professeur de physique de mon frère quand j'ai récupéré son bulletin. C'était en seconde. Que des points négatifs. Très bien, je lui ai dit, donnez-moi un point positif. Il a été incapable de le faire. Donc je pense que ça joue aussi déjà sur au ça. niveau de la communication aussi des professeurs. Qu'ils soient capables de déceler le potentiel des élèves. Vas-y. Ouais, donc ils sont capables de déceler le potentiel. Et clairement, moi je me souviens, je me suis intéressé à la question depuis le rapport en 2012, le rapport PISA. Je pense que tout le monde le connaît un peu, ce rapport, où il parlait en fait des niveaux scolaires en France et vis-à-vis d'autres pays, etc. Et la France, elle arrivait très très loin. Et des pays qui étaient avant colonisés par cet État étaient devant. Notamment, si je parle pour faire simple, du Vietnam. Et oui, donc ça posait une grande question. Et pour moi, la seconde étape, c'est responsabiliser les élèves et surtout trouver un moyen de les pousser à apprendre. Ouais. Donc les inciter, travailler sur les incitations. Ça, on ne le fait pas aussi assez. Donc pour un problème de méthodologie peut-être à revoir du côté du système scolaire. Voilà, ouais. Toi, Inde, toi qui es mère de famille. Au fait, moi j'ai des enfants, donc forcément ils sont à l'école. Et c'est vrai que je trouve aussi que il y a certains cours qui ne sont pas adaptés. Par exemple, récemment, mon fils devait lire un livre de Guy de Maupassant. Et franchement, j'ai lu le livre, mais je comprenais pas le truc, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu vois. Déjà, moi, je m'ennuyais en lisant le livre. Donc, à un moment donné, on a des jeunes aujourd'hui qui sont sur Internet, etc. Tu leur donnes un livre à l'ancienne. Ok, il faut avoir certains livres très anciens, etc. Mais voilà, quoi, c'est pas adapté. Et franchement, je me suis trop ennuyée en lisant le livre. Donc, le môme, je me suis dit, attends, il dit ça, bien sûr qu'il est dégoûté, tu vois. La question de l'utilité aussi de ce qu'ils apprennent, où il faut qu'ils voient aussi un intérêt quelque part. Exactement. En fait, je pense qu'il faudrait revoir le système éducatif, tu vois. Après, maintenant, aujourd'hui, on a des profs hyper jeunes et tout ça. Je parle notamment des écoles dans les quartiers prioritaires où les pauvres professeurs, ils sont complètement débordés, dépassés par tout ça. Donc, je pense que c'est pas aux professeurs d'aider les jeunes à, par exemple, choisir une voie, etc. Et la conseillère d'orientation, clairement, aujourd'hui, il y en a encore qui désorientent. Donc, il faudrait avoir, je sais pas, des nouvelles personnes comme Yohan qui coach et tout ça, pour aider les jeunes, ne serait-ce qu'à prendre confiance en eux, parce que tu peux être en échec scolaire et réussir dans ta vie. Et aujourd'hui, on a l'impression que lorsque tu es en échec scolaire, c'est bon, c'est fini pour toi, tu vois. Exactement. Je souhaite rebondir sur ce que tu as dit.
l'échec scolaire ne concerne pas que les personnes qui décrochent et qui ne réussissent pas, ou Ouais. du moins qui ont des mauvais bulletins ou des mauvaises notes. Il y a, il y a 2 semaines, j'étais à la semaine de la persévérance scolaire, du coup, qui a été initiée par l'Académie de Versailles. Et durant ce moment, il y avait un ancien inspecteur général de l'Académie qui évoquait des stats sur justement le décrochage et l'échec scolaire. Et il expliquait que 40% des élèves qui décrochent, qui sortent du système scolaire, sont des élèves qui avaient de très très bonnes notes. Ouais. Donc c'est là où finalement il expliquait aussi que c'était le plus difficile à détecter parce que d'apparence tout va bien, ils ont des bonnes notes, jusqu'ici tout va bien, mais d'un coup ils sortent du système scolaire parce que le système scolaire n'est pas adapté, parce que c'est pas renouvelé, c'est pas adapté à la société et aux jeunes, comme tu l'expliquais. Au bout d'un moment, Maupassant, ça va faire 50 ans qu'on l'étudie. Il y a d'autres auteurs qui sont tout aussi intéressants, tout aussi adaptés à la culture en fait qu'on souhaite transmettre. Aussi. Et je pense que voilà, c'est une question d'adaptation et la remise en question à la persévérance. Enfin, lors de cette, j'ai été invité lors d'une journée et justement ils expliquaient que il faudrait peut-être repenser le système scolaire parce que c'est vrai que on est très très loin des réalités d'aujourd'hui. Je voulais avoir l'avis de Zacharia, parce qu'il est toujours étudiant, donc j'aimerais avoir ton ressenti sur la question. Donc du coup, moi, je vais parler en tant qu'étudiant en réorientation. Donc on est en plein dans le sujet, et le fait que je sois en réorientation en ce moment me donne une réflexion, clairement. C'est que la première chose qui m'a frappé quand on allait passer de terminale à première année d'université, c'est que les personnes qui étaient dans ma classe en terminale, pour les 3/4, ne savaient pas où s'orienter. C'est une grosse problématique. C'est une énorme problématique qui n'a pas l'air d'être prise en compte. Or qu'on peut très bien avoir des solutions. Par exemple, remettre au goût du jour les stages, et pas que les stages dans des travaux manuels, mais aussi dans des stages auprès d'historiens, de chercheurs ou autres, par exemple. D'historiens auprès d'entrepreneurs ou auprès de plein de gens, histoire que les élèves puissent toucher quelque chose de concret. On a, comment il s'appelle d'ailleurs, Olivier, qui nous disait, qui est en stage actuellement, et qui est au lycée, qui nous disait qu'à la base, il souhaiterait faire de l'informatique, mais là, il fait quoi de l'administration. Donc, tu vois, un peu par défaut, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je te dis, des fois, je trouve que c'est pas adapté. Et nous, on reçoit énormément de stagiaires, tu le sais. Et en fait, ils vont faire une école pour faire une école, mais en vrai, c'est même pas ce qu'ils veulent faire. Et ça, franchement, c'est vraiment regrettable. Donc après, bien sûr qu'il y en a qui vont décrocher. Parce que, tu vois, t'arrives à l'école, t'es là juste assis en attendant que le temps passe. Effectivement, à un moment donné, tu te dis, bon, ça me sert à quoi? Alors que déjà, t'as l'idée, lui, il veut être dans l'informatique. Pourquoi pas créer des filières en relation avec ça, quoi, tu vois? De plus, les 40% de statistiques que tu m'évoques d'élèves en échec scolaire qui avaient pourtant des bonnes notes, ça me fait rappeler quelque chose, c'est que ce problème d'orientation-là, il doit être corrélé ou causé, il doit être la cause des échecs de ces élèves-là. J'ai pas mal d'amis justement qui avaient de très bonnes notes et qui avaient tout simplement arrêté l'école pour faire CAP petite enfance, ce genre de choses. Simplement pourquoi? Et qui pourtant avaient des bonnes notes, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'orienter, savoir quoi faire, et quand ils faisaient quelque chose, ça leur plaisait pas, ou que c'était pas ça. Ça, c'est intéressant, parce que ça arrive même après les études supérieures. Des gens qui ont fait un master ou même des doctorats, et qui après se réorientent, en CAP boulangerie, pâtisserie. Et il y en a plein qui, bizarrement, avant, on se moquait des potes qui étaient en SECPA, ou qui faisaient un CAP et tout ça, et bizarrement, c'est ceux qui ont réussi le plus, tu vois. C'est ça qui est marrant. Et de plus, le classement PISA que tu me passes, il est très intéressant, parce que le premier, il me semble que parmi les premiers, hormis la Finlande, etc., nous trouvons Singapour. Alors la ville de Singapour, qui est aussi un pays, et qui justement fait quelque chose au niveau de la méthodologie, c'est que par exemple, les profs de mathématiques ont l'obligation de matérialiser le sujet de leur cours auprès de leurs élèves, c'est-à-dire de leur donner des exemples concrets. Et ça, c'est absolument fabuleux pour des petites CP, CE1, CE2, de pouvoir s'amuser avec des mathématiques sur de véritables jouets pour eux. C'est apprendre en s'amusant, comme dirait le vieux dicton. Mohamed. Ou pour ajouter un point intéressant, c'est aussi les méthodes alternatives d'enseignement. L'enfant, par nature, il apprend par expérience. Et très vite, l'éducation nationale va venir couper ça, en fait. Lui mettre un frein et dire tu vas apprendre par apprentissage par cœur. C'est du théorique plus que de la pratique. Exactement.
Et le danger, c'est quoi? C'est que tu as des méthodes alternatives qui existent et qui veulent redonner ça à l'enfant, apprendre par notamment expérience, la méthode Montessori, qui est, je pense, la plus connue. Et je pense que l'éducation nationale, dans un sens, doit réfléchir et orienter toutes ces réformes sur ça, l'expérience. C'est au lieu, avant d'apprendre, moi, à la limite, j'avais pensé à une chose, ces enfants, avant d'apprendre la théorique, faire une année par exemple de formation où les gens vont redécouvrir la base des choses. Par exemple, pi 3,14, très bien, super, tout le monde connaît. Comment on a trouvé 3,14? Eh bien les enfants, débrouillez-vous, trouvez-moi 3,14 par l'expérience. Le résultat peut être négatif, complètement négatif, ils vont peut-être jamais y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le résultat, c'est le cheminement, le raisonnement en fait. C'est ça qui développe l'intelligence et l'intellect. Je pense que ça manque. Tout à fait. Et juste pour rebondir sur quelque chose très rapidement, Hind, elle avait parlé en tant que mère de famille. Elle avait dit, ouais, moi je comprends pas le livre Maupassant. Ouais. En sociologie, on pointe, le problème en sociologie, on pointe un truc, c'est le capital culturel. Par exemple, un blanc, qu'est-ce qu'il aura? Il aura peut-être souvent ses parents qui connaîtront tel ou tel mot, ou en tout cas, il aura un capital culturel qui fait qu'il connaîtra plus de mots. Alors que par exemple, quand on vient d'une famille d'arabes ou de noirs, bah, souvent, on n'a pas tout ce capital culturel, tous ces attributs culturels qui nous font qu'on n'a pas développé assez le nombre de mots nécessaires pour pouvoir comprendre, apprendre certains trucs, tu vois, en fonction de notre situation sociale, notre situation économique et tout. Et donc, ce capital culturel n'est jamais pris en compte par nos élites. Et souvent, les exercices, les évaluations qu'on nous donne, tels que le bac, sont pensés en fonction des meilleurs élèves. Et c'est normal qu'on arrive à des taux absolument hallucinants. Le mot de la fin avec Johan. Moi, j'ai juste une question adressée à Johan. Est-ce que lorsqu'on est issu d'une ZEP, est-ce qu'on a plus, on va dire, de chances d'être en échec scolaire ou dans les autres établissements, c'est pareil? En fait, comme la définition de l'échec scolaire, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est un cercle vicieux. Comme tu l'expliquais, Zakaria, c'est pas forcément une question d'origine, mais c'est plutôt une question de statut social, et c'est ce que tu disais. En fait, il y a moins de moyens. Il y a moins de moyens, et l'école, en fait, nous prépare justement à ce statut social, et ça crée des élites, ça crée des différences, et c'est sûr que lorsqu'on vient d'un quartier qui est défavorisé, on peut avoir des pépites, on peut avoir des gosses qui sont hyper intelligents, mais si on ne leur donne pas les moyens de se développer correctement, d'avancer correctement, si on ne leur donne pas les références qu'il faut pour réussir à s'intégrer dans la société, parce que l'école aussi c'est une passerelle pour s'intégrer dans la société, il sort du système. Et s'il sort du système, il perd tous les moyens, enfin on ne lui donne plus les moyens pour y arriver. Du coup, quand on vient d'une ZEP ou d'un secteur qui est défavorisé de base, il part avec un handicap. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir, mais il part avec d'autres moyens. C'était un débat ouvert, un débat très intéressant. Dites-nous, ceux qui nous suivent sur la webzine, votre avis sur l'échec scolaire et surtout vos solutions que vous avez bien évidemment en tête. Merci aux deux invités, Mohamed et Johan. Merci beaucoup. Je le dis à tous nos invités, vous connaissez la maison maintenant. Revenez quand vous voulez. Merci à Zakaria. De rien. C'était un grand plaisir. Hind. Merci. Merci à toi. T'as fait la petite coupe et tout. Voilà, ça fait plaisir. Merci à Ibrahim derrière, dédicace Sophie également, à Yasmina et Yelena. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'œil du SR. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sans oublier le site internet. Passez une bonne journée. Salut à tous. Salut. Ciao. Au revoir. Wallah que je mange tous les jours des pizzas le soir. Des pizzas le soir. Des pizzas farfelah. J'étais là aussi.